À Adougou, un complot s'effondre quand la rue prend la scène, tandis qu'à Simonstown, une démonstration navale grave, un avertissement dans l'Atlantique Sud. Que doit en conclure le spectateur si Ibrahim Traoré relit ces images? Cite. L'ordre ancien vacille, déjà. Cette analyse promet d'expliquer ce que révèle réellement la séquence de janvier 2026, au-delà des images spectaculaires et des slogans politiques. Comprendre ces signaux aide à lire l'avenir du pouvoir mondial. L'enjeu n'est pas de célébrer une démonstration militaire, ni d'ériger un dirigeant en icône, mais de décoder un déplacement lent et mesurable de la souveraineté, de la terre vers la mer, du nord vers le sud. À travers les événements synchronisés d'Adougou et de Simonstown se dessine une logique nouvelle. La capacité à protéger des routes, coin des flux et des échanges devient plus décisive que la simple supériorité technologique. Ce récit s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre comment des pays longtemps qualifiés de périphériques tentent de redéfinir les règles du jeu sans discours triomphaliste ni condamnation automatique. Il posera des repères factuels, confrontera les chiffres aux perceptions et distinguera les symboles des transformations durables. Une question guide la suite. S'agit-il d'un moment spectaculaire mais passager, ou du début d'un réalignement profond dont les effets toucheront économie, alliances et société civile bien au-delà de l'Afrique et de l'Atlantique Sud? 2 chiffres suffisent à signaler la rupture. En janvier 2026, le tonnage cumulé des flottes BRICS plus engagées à Simonstown dépasse 350 000 tonnes, tandis que la part de navires non occidentaux dans les couloirs atlantiques progresse de 47% en un an. Ces données ne décrivent pas une parade ponctuelle, elles indiquent un changement de densité stratégique. Pour Ibrahim Traoré, elles confirment que la souveraineté ne se joue plus seulement sur les frontières terrestres, mais sur la maîtrise des flux maritimes qui conditionnent l'économie réelle. Le contexte éclaire cette lecture. Pendant des décennies, l'Atlantique Sud a fonctionné comme une frontière invisible, contrôlée par des assurances, des sanctions et des dispositifs militaires occidentaux. Les saisies de cargaisons, les restrictions financières et les normes logistiques ont longtemps structuré un commerce mondial centré sur le Nord. Or, les manœuvres Will for Peace 2026 montrent autre chose. Une coordination navale entre acteurs chinois, russes, iraniens et africains, organisée hors des cadres traditionnels de l'OTAN, avec pour objectif affiché la protection des routes commerciales plutôt que la projection de puissances lointaines. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef militaire que comme un interprète politique de signaux matériels. Les chiffres deviennent un langage. Ils disent l'ouverture de corridors, la réduction de vulnérabilité et la possibilité d'échanges sud-sud moins exposés aux pressions extérieures. Ce n'est pas encore un nouvel ordre stabilisé, mais un basculement mesurable qui relie la rue d'Adougou au quai de Simonstown par une même logique de reprise de contrôle. Pour comprendre l'effet immédiat de cette bascule, il faut suivre un fil humain plutôt qu'un organigramme militaire. À Adougou, après l'échec du complot, des scènes simples se répètent. Des femmes cousent des drapeaux improvisés, des jeunes transforment des bidons en percussions, des soldats restent en retrait. Cette retenue crée un contraste fort avec les scénarios classiques de crise sécuritaire. Le pouvoir ne se manifeste pas par une démonstration de force, mais par une capacité à canaliser une énergie collective sans la militariser. Ibrahim Traoré s'impose alors comme personnage guide, non par ses discours, mais par ses silences calculés. Son apparition sans escorte, sa main levée, puis le retrait immédiat de la scène deviennent un signal politique. La légitimité n'est plus uniquement institutionnelle, elle est relationnelle. Ce choix produit des impacts précoces. D'abord, il désamorce l'escalade attendue par les acteurs extérieurs qui misaient sur une réaction armée pour justifier une intervention. Ensuite, il renforce la cohésion interne, transformant un moment de vulnérabilité en démonstration d'unité. Dans les jours qui suivent, ces effets se prolongent à distance. Les images circulent dans d'autres capitales africaines où elles sont lues comme une preuve que la stabilité peut émerger d'un alignement populaire
plutôt que d'un contrôle imposé. Sur le plan diplomatique, cette séquence réduit l'efficacité des narratifs d'isolement et de chaos souvent associés au Sahel. Elle prépare le terrain à une lecture différente des manœuvres maritimes observées à Simonstown, non plus comme une provocation, mais comme une assurance collective. L'idée essentielle se résume ainsi. Quand la légitimité intérieure tient, la marge de manœuvre extérieure s'élargit. Avant janvier 2026, les signaux existaient déjà, mais ils restaient dispersés. Des accords logistiques discrets, des exercices navals de portée limitée, des discours sur la souveraineté, souvent perçus comme symboliques. L'activation survient quand ces éléments se synchronisent. À la veille du 3 janvier, une rumeur d'attentat circule dans certains cercles militaires. L'objectif supposé est classique: décapiter le commandement, provoquer la panique, créer une fenêtre d'intervention extérieure. Mais l'ordre opérationnel n'arrive jamais. Une fuite d'informations fait dérailler le plan avant même son déclenchement. Le basculement se produit alors à contretemps. Plutôt qu'une réponse armée, une mobilisation populaire occupe l'espace. Les rues se remplissent avant que les forces régulières ne se déploient. Les slogans se répètent, les gestes se coordonnent sans direction apparente. Ibrahim Traoré apparaît brièvement, sans discours, sans escorte. Ce moment constitue le climax terrestre de la séquence. Le coup de force attendu s'effondre, non par supériorité militaire, mais par absence d'opportunité. La scène est courte, mais ses effets sont durables. Elle prive les acteurs hostiles de la justification narrative qu'ils recherchaient. Presque simultanément, le climax maritime se joue à Simonstown. Les manœuvres Will for Peace 2026 rassemblent des bâtiments chinois, russes, iraniens et sud-africains dans un espace historiquement surveillé par les puissances occidentales. Le message n'est pas formulé dans un communiqué, il est inscrit dans la coordination des mouvements, dans la durée des exercices, dans la diversité des missions simulées. Défense aérienne, protection de convois énergétiques, sécurisation de routes commerciales. Chaque séquence renforce l'idée que la mer devient un prolongement direct des enjeux terrestres. Les répliques ne tardent pas. Dans les chancelleries occidentales, le vocabulaire oscille entre inquiétude et minimisation. On parle de démonstrations éphémères, d'illusions de symétrie, de manque de profondeur stratégique. Pourtant, ces réactions révèlent une gêne. Les outils habituels de pression perdent en efficacité lorsque la stabilité intérieure et la diversification des partenariats se renforcent simultanément. Sur les marchés, les indicateurs du fret maritime réagissent plus vite que les discours politiques. Les routes commencent à se redessiner, les coûts à s'ajuster, les risques à être réévalués. Pour Ibrahim Traoré, cette ligne d'événements forme une seule séquence cohérente. La terre et la mer cessent d'être deux théâtres séparés. La tentative de déstabilisation intérieure et la démonstration de coopération navale sont lues comme les deux faces d'un même affrontement structurel. La souveraineté ne se proclame plus, elle s'organise. Elle se mesure à la capacité d'absorber un choc politique sans implosion et à sécuriser des flux sans dépendance exclusive. À ce stade, rien n'est encore figé. Les événements n'annoncent ni une victoire définitive, ni un effondrement imminent de l'ordre existant. Ils dessinent un avant et un après. L'activation a eu lieu, le climax a surpris, les répliques se propagent, sans bien que la suite dépendra de la capacité à transformer cette séquence en continuité stratégique plutôt qu'en épisode isolé. Avant 2025, les exercices navals conjoints impliquant des acteurs non occidentaux en Atlantique Sud restaient limités, fragmentés et symboliques, puis en janvier 2026, leur masse opérationnelle franchit un seuil mesurable. Cette bascule se lit d'abord dans un indicateur simple, le tonnage engagé. Selon les données compilées par l'Institut maritime africain, les manœuvres Will for Peace 2026 mobilisent de plus de 350 000 tonnes de bâtiments, soit presque le double des exercices comparables organisés 5 ans plus tôt dans la même zone. Le chiffre importe moins pour sa valeur brute que pour ce qu'il révèle. Une capacité de coordination soutenue sur plusieurs jours entre flottes aux doctrines différentes. Le deuxième indicateur concerne les flux, non les coques.
Le rapport SeaBalance 2026 souligne que la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a progressé de 47% en un an. Autrement dit, l'Atlantique Sud n'est plus un espace majoritairement structuré par des pavillons du Nord. Ce glissement modifie la nature du risque maritime. Là où les routes étaient autrefois sécurisées par un monopole de fait, elles deviennent l'objet d'une pluralité de garanties. Pour les pays dépendants de ces corridors, cela signifie une réduction relative de la vulnérabilité aux pressions unilatérales, sans pour autant éliminer les tensions. Un troisième chiffre éclaire la profondeur du changement. Dans les couloirs financiers internationaux, la part des transactions sud-sud réglées en devises locales liées aux initiatives maritimes du bloc BRICS plus augmente de 28% depuis le lancement de ces coopérations. Cette évolution n'implique pas un abandon soudain des monnaies dominantes, mais elle signale l'émergence d'une économie parallèle plus fluide. Les échanges deviennent moins exposés aux sanctions et aux interruptions logistiques, ce qui renforce l'autonomie de décision des États concernés. Pris séparément, ces indicateurs pourraient être relativisés. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Le tonnage traduit la capacité matérielle, la part de trafic indique l'usage réel des routes, et la progression des transactions en monnaie locale révèle une adaptation économique. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des trophées politiques. Ils servent de preuve que la souveraineté peut se matérialiser dans des infrastructures, des contrats et des routines opérationnelles plutôt que dans des déclarations. Il faut cependant éviter une lecture triomphaliste. Ces données montrent une dynamique, non un équilibre atteint. Les flottes occidentales conservent une supériorité globale en nombre et en projection lointaine. Mais la comparaison devient moins pertinente lorsque l'objectif n'est plus la domination totale, mais la sécurisation suffisante de flux vitaux. La question centrale n'est donc pas de savoir qui contrôle l'océan, mais qui peut garantir la continuité des échanges essentiels en cas de tension prolongée. À ce stade, les chiffres jouent qu'un rôle précis. Ils ferment la boucle ouverte plus tôt. Ce qui apparaissait comme un symbole maritime se confirme comme une mutation mesurable. Reste à comprendre comment ces données résistent aux critiques et aux contre-arguments formulés par les observateurs sceptiques. Les critiques occidentales les plus structurées ne se limitent pas au registre idéologique. Elles avancent deux arguments principaux. Le premier concerne l'asymétrie militaire. Les flottes engagées à Simonstown restent numériquement inférieures aux forces de l'OTAN, tant en nombre de bâtiments qu'en capacité de projection globale. Dans cette lecture, les exercices de 2026 seraient une démonstration ponctuelle, incapable de soutenir un affrontement prolongé ou de sécuriser durablement des routes face à une puissance navale dominante. La supériorité technologique, achever les réseaux de base et l'expérience opérationnelle joueraient toujours en faveur du Nord. Le second argument porte sur la dépendance économique et industrielle. Selon cette analyse, les pays du Sud impliqués dans ces coopérations maritimes demeurent tributaires de technologies, de composants et de financements extérieurs. Sans accès stable aux systèmes électroniques avancés, aux pièces détachées et aux assurances internationales, la continuité logistique resterait fragile. Les manœuvres seraient donc tolérables tant qu'elles ne remettent pas frontalement en cause l'architecture existante, mais vulnérables dès que la pression s'intensifie. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles reposent sur des faits partiels. La réponse ne consiste pas à nier l'écart de puissance, mais à déplacer le cadre d'analyse. Ce que défend Ibrahim Traoré n'est pas une parité militaire classique. L'objectif n'est pas de rivaliser flotte contre flotte à l'échelle mondiale, mais d'assurer une capacité suffisante pour protéger des corridors précis sur des distances maîtrisées avec des partenaires multiples. Dans ce cadre, la supériorité absolue devient moins déterminante que la cohérence collective et la redondance des soutiens. Sur le plan industriel, les données disponibles nuancent aussi le diagnostic de dépendance. La Chine fournit aujourd'hui une part majoritaire des composants électroniques utilisés dans certains systèmes sahéliens, tandis que l'Inde participe à la maintenance de réseaux de communication liés aux initiatives maritimes du bloc. Cela ne supprime pas toute vulnérabilité
mais diversifie les sources et réduit l'effet de levier d'un acteur unique. La dépendance ne disparaît pas, elle se reconfigure. Enfin, l'argument le plus fragile des sceptiques tient à la temporalité. Ils évaluent ces dynamiques comme si elles devaient produire des résultats immédiats et spectaculaires. Or, la transformation observée est graduelle. Elle avance par accords bilatéraux, par routine logistique, par apprentissage partagé. Ce rythme lent est précisément ce qui la rend plus difficile à contrer sans escalade ouverte. Le débat n'oppose donc pas illusion et réalité, mais deux définitions de la puissance. L'une mesure la domination totale, l'autre la capacité à durer. C'est cette tension qui prépare le véritable point de bascule du récit. Ce basculement change la lecture de toute la séquence de janvier 2026. Jusqu'ici, les événements pouvaient être interprétés comme une juxtaposition, une crise politique intérieure au Sahel, des manœuvres navales spectaculaires au sud de l'Atlantique. Le point médian révèle autre chose. Ces deux scènes répondent à une même logique stratégique où la souveraineté n'est plus défendue uniquement par le contrôle du territoire, mais par la sécurisation des circulations qui rendent ce territoire viable. Dans cette perspective, la mer cesse d'être un espace lointain pour des pays enclavés. Elle devient une extension indirecte de leur stabilité intérieure. Protéger un corridor maritime, c'est garantir l'accès aux céréales, aux hydrocarbures, aux composants industriels. C'est aussi réduire la capacité de pression exercée par des sanctions ou des blocages logistiques. La souveraineté prend alors une forme discrète, en presque technique, faite de contrats, de ports partenaires et de calendriers d'escorte. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation médiane justifie le lien constant qu'il établit entre dignité politique et infrastructures concrètes. La rue d'Adougou et les quais de Simonstown participent d'un même récit. Sans continuité des flux, l'indépendance reste théorique. Avec elle, même partielle, elle devient praticable. Ce changement de focale oblige aussi les observateurs extérieurs à revoir leur grille d'analyse. Le centre de gravité ne se situe plus uniquement dans les capitales ou les états-majors, mais dans des routes maritimes longtemps considérées comme acquises. À partir de ce point, la question n'est plus de savoir si le symbole est fort, mais quelles conséquences tangibles cette redéfinition du front produira pour les États, ou auquel les entreprises et les populations concernées. Pour les États, la première conséquence est diplomatique. La participation à des corridors maritimes sécurisés hors des cadres occidentaux élargit la marge de négociation. Les sanctions perdent une partie de leur effet dissuasif lorsque les routes d'approvisionnement peuvent être redirigées et protégées collectivement. Dans le cas du Burkina Faso, cette dynamique renforce la crédibilité extérieure d'un pays enclavé, paradoxalement devenu influent dans un débat maritime. Ibrahim Traoré utilise cette position pour plaider une souveraineté connectée, fondée sur des partenariats multiples plutôt que sur un alignement exclusif. Pour les entreprises, l'impact est plus ambivalent. Certaines sociétés locales bénéficient directement de la baisse des coûts logistiques. L'ouverture de corridors protégés contribue à une réduction d'environ 15% des frais de transport, offrant un répit à des économies longtemps pénalisées par l'enclavement. Des entreprises minières renégocient leurs concessions et obtiennent, pour la première fois, des parts de revenus supérieures à 40% contre 10% auparavant. En revanche, plusieurs multinationales occidentales se retirent, anticipant des risques politiques ou fiscaux accrus. Le paysage économique se recompose avec des gagnants immédiats et des pertes de capital à court terme. Du côté des populations, les effets sont plus diffus mais perceptibles. La perception du monde extérieur change. Dans les villes sahéliennes, la mer cesse d'être un concept abstrait pour devenir un levier de dignité économique. Les slogans populaires traduisent cette appropriation symbolique. Toutefois, cette fierté s'accompagne d'inquiétudes concrètes. Inflation persistante, tensions sur certaines importations, menaces de blocus énergétique, l'autonomie logistique ne supprime pas les vulnérabilités sociales, elle les déplace et exige des ajustements rapides. Enfin, pour l'équilibre régional, les conséquences dépassent les frontières nationales. Des mouvements citoyens émergent au Sénégal, au Togo ou en Namibie autour de l'idée que la souveraineté économique peut s'étendre jusqu'à la mer.
Cette diffusion crée un effet d'entraînement, mais aussi des frictions. Certains gouvernements hésitent, craignant une polarisation accrue entre Nord et Sud. D'autres voient dans cette dynamique une opportunité de diversification stratégique sans rupture frontale. Pris ensemble, ces effets montrent que la bascule maritime ne produit pas un bénéfice uniforme. Elle redistribue les cartes selon la capacité de chaque acteur à s'adapter. Pour Ibrahim Traoré, cette redistribution n'est ni un aboutissement, ni une garantie. Elle constitue une fenêtre. Si elle est exploitée par des politiques publiques cohérentes, elle peut consolider l'autonomie économique. Si elle est mal gérée, elle risque d'amplifier les inégalités et les tensions. La question centrale devient alors pragmatique. Comment transformer ces conséquences immédiates en trajectoires soutenables sur les mois à venir ? Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans accélération brutale. Les exercices navals du bloc élargi se poursuivent sous un format régulier, avec une coordination accrue mais prudente. Les corridors sécurisés s'étendent progressivement vers l'océan Indien, tandis que les tensions diplomatiques avec Washington et certaines capitales européennes persistent sans franchir le seuil de l'escalade ouverte. Les marchés intègrent ce nouvel équilibre comme un risque gérable. La souveraineté maritime partagée devient une réalité fonctionnelle, encore fragile, mais suffisamment crédible pour influencer les décisions économiques. Dans un scénario optimiste, l'effet d'entraînement s'amplifie. De nouveaux États rejoignent la coopération maritime, apportant ports, ressources et légitimité politique. L'Union africaine adopte un cadre juridique reconnaissant des mécanismes communs de protection des routes commerciales, ce qui réduit l'incertitude pour les investisseurs régionaux. Les coûts logistiques continuent de baisser et les échanges sud-sud gagnent en stabilité et la confiance économique se renforce. La mer cesse alors d'être un facteur de vulnérabilité pour devenir un multiplicateur de croissance et d'autonomie stratégique. A l'inverse, le scénario pessimiste repose sur une réaction plus dure des puissances établies. Des sanctions financières ciblées se multiplient, les assurances maritimes augmentent leurs primes et certaines lignes d'approvisionnement sont soumises à des contrôles renforcés. Les manœuvres conjointes sont requalifiées en militarisation déguisée, alimentant une campagne d'influence visant à fragmenter la cohésion du bloc. Des divergences internes apparaissent, ravivant la tentation de replis nationaux. La souveraineté maritime progresse alors de façon heurtée, au prix de tensions économiques et sociales accrues. Entre ces trois trajectoires, la réalité se situera probablement dans une zone intermédiaire. Le facteur décisif ne sera pas la puissance navale brute, mais la capacité à gérer le tempo, à éviter la surenchère et à institutionnaliser les coopérations sans les figer. La recommandation centrale est donc intellectuelle avant d'être militaire. Pensez la souveraineté comme un processus adaptable, capable d'absorber des chocs sans perdre sa cohérence. La suite dépendra moins des intentions déclarées que de la manière dont ces scénarios seront anticipés et arbitrés par les décideurs et les sociétés concernées. Pour une première catégorie de spectateurs, celle des citoyens des pays concernés, l'impact est avant tout psychologique et social. Voir des routes commerciales sécurisées autrement que par des puissances extérieures modifie le rapport à l'avenir. La souveraineté cesse d'être un mot abstrait pour devenir une expérience concrète liée à la stabilité des prix, à la continuité des approvisionnements et à la perception d'une dignité retrouvée. Mais cette transformation s'accompagne d'attentes élevées. Lorsque les bénéfices tardent à se traduire dans le quotidien, la déception peut être rapide, surtout face à l'inflation ou aux pénuries temporaires. Pour une deuxième catégorie, celle des acteurs économiques régionaux, la période ouvre une zone d'opportunité mêlée de risques. Les entrepreneurs locaux gagnent un accès plus direct à des marchés et à des financements alternatifs. Les coûts logistiques plus faibles élargissent les marges de manœuvre. En contrepartie, l'environnement devient plus instable. Les règles changent vite, les alliances se recomposent et l'incertitude juridique demeure. Naviguer dans ce contexte exige une capacité d'adaptation plus grande que par le passé. Enfin, pour les observateurs extérieurs, la séquence remet en cause des grilles de lecture anciennes. Les pays du Sahel ne sont plus seulement perçus comme des zones de crise ou d'assistance, mais comme des acteurs capables d'initiatives stratégiques.
Ibrahim Traoré incarne cette rupture symbolique. Il n'est ni un modèle universel, ni un simple provocateur. Il représente une tentative, encore inachevée, de traduire un sentiment collectif en architecture politique. Pour le spectateur, la question devient personnelle. Comment interpréter un monde où les lignes de pouvoir se déplacent sans s'effondrer brutalement ? Comprendre cette transition permet d'éviter deux écueils opposés, l'enthousiasme naïf et le scepticisme automatique. Entre les deux se dessine une posture plus exigeante, attentive aux faits, au rythme et aux conséquences humaines. C'est cette posture qui prépare la réflexion sur ce qui pourrait transformer l'élan actuel en trajectoire durable. Transformer l'élan en continuité exige une méthode claire. Une première étape consiste à consolider les corridors maritimes sécurisés déjà engagés. Les exercices conjoints doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, de secours et d'escorte placé sous un mandat multilatéral africain. L'objectif n'est pas d'étendre indéfiniment la présence navale, mais d'assurer une prévisibilité suffisante pour les flux essentiels, mesurée par la régularité des passages et la réduction des incidents. La deuxième étape vise la formation et l'autonomie opérationnelle. La création d'une école maritime régionale reliant les académies du Cap, de Luanda et de Dakar permettrait de former des officiers et des ingénieurs capables de défendre, d'exploiter et de développer une flotte marchande. Sans compétences locales, la souveraineté reste dépendante. Avec elle, elle devient reproductible. Cette logique s'inscrit dans la vision portée par Ibrahim Traoré, qui insiste sur la continuité des actes plutôt que sur l'effet d'annonce. Troisièmement, il s'agit d'institutionnaliser la gouvernance des ressources, une charte garantissant que les ressources extraites, terrestres ou maritimes, restent majoritairement détenues par les citoyens concernés crée un cadre de confiance. Ce texte n'élimine pas les partenariats étrangers, mais il en fixe les conditions. La mesure du succès ne se fait pas en déclaration, mais en part de revenus, en emplois locaux et en stabilité contractuelle. Enfin, une infrastructure d'information sud-sud devient indispensable. Partager données logistiques, innovations et signaux d'alerte réduit la dépendance aux filtres médiatiques dominants et améliore la coordination. Cette feuille de route demande du temps, de la discipline et une gestion fine des risques. Elle offre cependant une rare cohérence entre le discours sur la dignité et les mécanismes concrets qui la rendent possible. La question reste ouverte, cette architecture naissante saura-t-elle résister aux chocs politiques et économiques à venir ? Au terme de cette trajectoire, une image revient, simple et persistante, celle d'un port au crépuscule, celle de silhouettes anonymes qui regardent l'horizon non plus comme une frontière mais comme une possibilité. Ce motif, esquissé plus tôt, relie la rue sahélienne au quai lointain. Il rappelle que les transformations géopolitiques les plus durables commencent rarement dans les salles de conférence, mais dans la manière dont les sociétés se projettent dans le monde. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un stratège isolé que comme un révélateur. Il incarne un moment où une idée diffuse, celle de la dignité vécue, trouve une traduction matérielle. Non pas une promesse abstraite, mais une chaîne de décisions, d'infrastructures et de symboles alignés. La mer, longtemps absente de l'imaginaire des pays enclavés, devient un miroir. Elle reflète autant les espoirs que les fragilités d'un projet encore en construction. Le rappel émotionnel tient dans cette tension. Rien n'est garanti. Les difficultés économiques, les pressions extérieures et les limites internes demeurent. Pourtant, quelque chose a changé dans le récit collectif. La souveraineté n'est plus pensée comme un état final, mais comme un mouvement entretenu. Une architecture patiente, faite de continuité plutôt que de ruptures spectaculaires. La phrase qui s'impose alors, presque comme un écho, est brève. La dignité devient système. À ce stade, le récit ne demande ni adhésion automatique, ni rejet réflexe. Il invite à une responsabilité partagée. La mer, redevenue espace de négociation et de protection, n'appartient à aucun camp par nature. Elle reflète les choix politiques, économiques et moraux de ceux qui la traversent et l'organisent. Si les routes changent, c'est parce que des sociétés décident de ne plus déléguer entièrement leur sécurité et leur avenir. Pour les citoyens, l'enjeu est de maintenir une exigence de cohérence entre discours et résultats concrets.
Pour les entreprises, il s'agit d'investir sans reproduire des dépendances anciennes. Pour les décideurs, la tentation sera forte d'accélérer ou de durcir. La leçon suggérée par la trajectoire observée autour d'Ibrahim Traoré est plus nuancée. Durer compte davantage que frapper fort. La souveraineté se teste dans le temps long, dans la capacité à corriger, à négocier et à protéger sans exclure. Ce chapitre reste ouvert. Les océans relient plus qu'ils ne séparent. Si un monde multipolaire s'esquisse, il exigera autre chose que des démonstrations de force, une éthique de la coopération et de la responsabilité partagée.